manière générale en Suisse, avait beaucoup de retard ici, ça se développe bien maintenant. Comment est-ce que tu vois l'avenir, que vous faites partie un petit peu de l'avenir de l'immobilier suisse? Moi, je partage cet avis avec un régisseur genevois, mais je pense que les tâches à faible valeur ajoutée sont remplacées rapidement. Et nous, on était au tout début de Taillot, première année. Donc on va voir tous nos clients, et puis on leur dit, est-ce que ça c'est bien les devis spontanés de les mettre dans la plateforme? C'était net, c'était non, faut surtout pas, parce qu'ils vont nous envoyer du spam. Le jour même où on l'a fait, c'était génial. On a eu directement plein de devis spontanés. On n'a annoncé à aucun fournisseur, aucun. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul de nos clients qui se plaint de recevoir des dossiers spontanés. Sérieux? Et aujourd'hui, c'est quelque chose, si jamais on l'enlève demain sur la plateforme, alors là, tu as tous nos clients qui nous bombardent à nous dire « mais c'est pas possible d'enlever un truc comme ça ». Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Étienne, fondateur de Taillot. Salut Étienne. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet épisode avec moi. Plaisir. On va commencer par s'intéresser peut-être à ton parcours à toi. Comment est-ce que tu en es arrivé à fonder Taillot Software et puis ensuite on s'intéresse vraiment à Taillot, ce que vous faites. Yes. Alors moi, j'ai pas de parcours préalable dans l'immobilier. J'ai fait toute ma carrière dans le digital en tant que chef de projet pour les ressources humaines, pour les hautes écoles hôtelières, dans une start-up dans le big data. Et puis après, j'ai fait une thèse dont le sujet était est-ce qu'il y a de la place pour quelque chose comme Taillot? Et c'est à cette occasion-là que je suis arrivé dans l'immobilier. Ok. Mais alors pourquoi cette thèse-là sur Taillot alors que ça n'avait aucun rapport avec l'immobilier à la base? Alors parce que j'ai rencontré Claude, mon associé, qui lui cherchait à lancer le monde de l'immobilier en général, mais plus précisément le monde de la gestion immobilière, pas de la transaction immobilière, dans le digital. Et puis il avait essayé plusieurs fois de faire un projet, et il n'avait encore jamais concrétisé la chose. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est dit, ok, réfléchissons plus avant à ces problématiques-là, et on s'est lancé. Ok, excellent. Excellent, donc Taillot, c'est à quel âge maintenant? 6 ans. D'accord. Et puis comment ça s'est passé un peu, donc les débuts, vu que c'est toi qui l'as fondé, depuis le départ jusqu'à aujourd'hui? Les débuts, comme tout projet, c'était difficile au début, difficile au milieu et difficile maintenant, comme toute start-up, quoi. C'est pas quelque chose qui est toujours trivial. Par contre, on a eu la chance d'intéresser rapidement 2 gros clients à Genève qui étaient dans le réseau de Claude, qui nous ont directement équipés pour faire Taillot avec des hypothèses de complexité assez fortes et qui sont toujours les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Notamment le fait d'avoir en même temps le locataire, le copropriétaire, le concierge, l'entreprise de service, le gérant et le propriétaire dans la même plateforme et de pouvoir interconnecter tous ces rôles correctement, qui est encore aujourd'hui un de nos avantages compétitifs sur le marché. Ok, excellent. Explique-nous du coup, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Taillot, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors nous, ce qu'on fait, ça dépend à quel rôle on s'adresse, parce qu'on s'adresse à ces 5 rôles, mais que j'évoquais tout à l'heure, mais on va faire en sorte que le locataire, le samedi soir, peut nous parler de son évier cassé, poster son ticket sur notre plateforme, et puis après, l'entier du parcours de ce ticket va être décrit sur la plateforme, qu'il y ait besoin d'un échange de devis, qu'il fasse intervenir des validations, qu'on a besoin d'aller sur place, qu'il y ait des factures qui transitent, etc. Jusqu'à la partie où on s'interface à des logiciels comptables. Donc là, on est complètement dans le monde B2B. Et puis jusqu'à cette partie où on demande au locataire un rating de qualité de l'intervention du fournisseur, etc. Donc après, autour de cette plateforme qui est née avec les tickets, on appelle ça la gestion des tickets, quoi. Si tu as un problème, tu poses un ticket et puis on va s'occuper de ton problème. Mais après, on a développé plein d'autres modules pour simplifier la vie du gérant immobilier. Ça, c'est vraiment notre focus principal, en le connectant plus efficacement avec toutes les personnes avec lesquelles il doit parler.
Ok. Comment est-ce que tu as déniché cette problématique-là chez les gérants? Est-ce que du coup, si vous êtes là encore maintenant aujourd'hui, 6 ans après, c'est que c'était vraiment une problématique, je pense, dans la gestion pour les gérances? Parce que vos clients, c'est les gérances, j'imagine, principalement ou seulement? C'est uniquement des personnes qui gèrent des immeubles, qu'ils en soient propriétaires en direct ou qu'ils en soient dépositaires pour le compte d'un propriétaire, c'est-à-dire un gérant qui, lui, a un autre client comme propriétaire. Mais celui qui est notre client, c'est quelqu'un qui gère des immeubles, effectivement. Ça peut être aussi des propriétaires qui enrôlent des gérants dans leur plateforme, mais le principe de base, c'est d'être gérant d'immeuble. Oui. Ok. Comment est-ce que tu as déniché cette problématique alors, c'était donc pas moi, parce que moi, j'avais aucune culture immobilière, aucun avis, si ce n'est l'avis que tout le monde a. C'est l'immobilier avec tous les idées préconçues qu'on a sur l'immobilier. Et puis c'était donc Claude qui voyait cette opportunité de construire quelque chose, qui a réuni une dizaine d'acteurs immobiliers genevois et qui leur a dit où est-ce qu'on souffre le plus aujourd'hui dans l'immobilier. Et puis, on est tombé assez vite. À l'époque, on appelait ça un peu la gestion des petits travaux, sur le fait que la gestion de ces petits travaux, c'était un peu une catastrophe, notamment administrative, qu'il n'y avait pas de bonne solution pour le faire, et qu'il était temps de faire en sorte d'avoir un self-service entre justement le locataire qui déclare son problème et puis le fournisseur qui donne son devis ou qui donne sa facture, et puis qu'eux puissent se parler entre eux quand il y a besoin, avec un concierge, avec d'autres habitants de l'immeuble, avec la notion de copropriété, etc. Et donc là, l'idée n'est pas du tout venue de moi. Moi, c'était plus l'exécution. Ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un locataire déclare son problème et l'artisan a directement un accès sur votre plateforme. Il reçoit une notification. Voilà. Alors, le locataire déclare son problème. Le gérant va décider d'entrer en matière ou pas. Okay. Et puis, quand il entre en matière, soit il va directement contacter un plombier, mettons, soit il va demander des devis à 3 plombiers. Et puis, même pendant la phase de devis, le plombier peut contacter le locataire pour se dire est-ce qu'il faut que je comprenne un petit peu mieux le problème dont il est question pour pouvoir dimensionner mon devis, ou à l'évidence, une fois que je dois aller sur place, là, je vais contacter le locataire pour qu'on se mette d'accord pour un rendez-vous, quoi. Ok, d'accord. À partir du lancement, du coup, aujourd'hui, vous êtes combien? 14. Ah, 14, ok. Vous êtes principalement Suisse romande ou la Suisse allemande aussi? On est 2 en Suisse allemande. Ok. Donc on se lance là depuis 2 ans. Comme toute aventure, de toute nouveauté que tu apportes dans la start-up, c'est difficile. Mais on se plaint pas. Là, on a des bonnes nouvelles récemment sur ce front-là aussi. Mais donc, on est 2 Zurichois. Ok, parfait. Comment est-ce que le monde de la gérance d'immeubles, concrètement, a pris Est-ce que ça a été bien apprécié votre arrivée sur le marché ou pas du tout pour les gérants? Ils ont directement profité de vos services, de votre expertise dans la tech, parce qu'on sait que c'est un domaine qui bouge pas si vite que ça, l'immobilier, de manière générale. Comment ça s'est passé? Alors effectivement, c'est pas un gérant immobilier qui a un désir de changement inné en se disant tous les jours tiens, qu'est-ce que je pourrais changer aujourd'hui? Il y en a certains, mais c'est quand même assez rare, quoi. Plutôt, si je me replace en 2017, quand on a créé Taillot, on avait des avis du style ça fait 18 ans que je suis dans cette industrie-là, j'ai toujours fait comme ça, alors je vais continuer de toujours faire comme ça. Et puis là, on était en train de parler, je me rappelle, de classification du problème. Et puis moi, je proposais une classification qui me semblait adaptée pour qu'un locataire puisse parler de ses tickets. Et en face, on avait des gérants immobiliers qui me disaient non, mais ça, on va parler de ferblanterie, des mots que toi et moi, on connaît peut-être un peu moins, en tout cas moi, que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, on a essayé d'imprimer le changement. Je pense qu'une fois qu'on a fait notre démonstration chez des grosses gérances immobilières d'une efficacité spectaculaire, après, on a eu moins de mal à expliquer le pourquoi on avait besoin d'une telle plateforme. Par contre, c'est sûr que même encore aujourd'hui, on croise des gérants qui n'ont pas encore suffisamment besoin de surcroît d'efficacité pour le vouloir maintenant. C'est-à-dire, peut-être aussi des plus petites gérances immobilières se disent là, je vais continuer un peu toujours au papier comme j'ai toujours fait, quoi. Ok.
est-ce que vous voyez le déploiement potentiellement de votre service, de votre technologie de Taio chez d'autres corps de métier de l'immobilier? Je sais pas, je réfléchis en parlant, mais courtage, développement, expertise, est-ce que vous avez déjà pensé à ça ou bien vous êtes vraiment focalisé sur la gérance pure? Alors, effectivement, on se focalise vraiment sur la gérance, c'est-à-dire depuis l'état des lieux d'entrée jusqu'à l'état des lieux de sortie, et tout ce qu'il y a au milieu pendant qu'on est en train d'habiter, ou la même chose pour une copropriété, hein, c'est la même chose pour nous, en évitant soigneusement, c'est délibéré, le sujet des transactions immobilières et le sujet d'être sur un marché qui, selon nous, est très, très mature, si je pense au site d'annonce, immobilier.ch, Homegate, etc., où là, le marché est quand même vraiment mature, voire saturé, et où, si on veut vraiment faire la différence, on se retrouve probablement à heurter les mentalités dans l'immobilier. Là, on peut penser à des startups qui sont connues pour ça, alors que nous, on n'est pas connus pour aller à rebours d'autre chose que de l'inefficacité. C'est pas, on n'a pas un pitch en opposition avec des acteurs existants ou des acteurs en mutation. Quoi. On est contre personne. Quoi. Le seul qu'on aurait remplacé, c'est la Poste. Puis là, on n'a pas mauvaise conscience de remplacer la Poste et d'avoir mis de l'échange électronique. Quoi. C'est clair. C'est quoi vos... pour quelqu'un qui vient pas du tout du domaine de l'immobilier, comme toi, qui est tombé dedans du coup un peu par hasard. Ouais. C'est quoi ta vision par rapport à ce que tu pensais avant, des idées préconçues que tu avais de l'immobilier, et à maintenant que tu es dedans, que tu as contact avec eux tous les jours? Je me méfie toujours de bien répondre à cette question à laquelle je réponds très souvent, parce qu'on me demande souvent mon avis, justement, parce que voilà, entrepreneur dans la tech, dans l'immobilier. Et l'exercice d'avoir fait Taio est assez bon parce qu'on s'est rendu compte de faits qu'on voit sur la plateforme et de se dire « Ah, la réalité, c'est ça ». Et c'est encore différent de ma perception qui est que ma perception personnelle. La réalité, par exemple, c'est que sur à peu près 600 000 tickets, un peu plus maintenant qu'on a fait dans cette plateforme depuis la création, donc il y a beaucoup de données qu'on peut analyser, la satisfaction moyenne des locataires après une intervention, bah, tu penses que ça serait combien sur 5? C'est une note de 0 à 5. S'ils peuvent le gérer de manière automatisée, vraiment digitalisée à 100%, 4,5. Ouais, c'est 4,7. Ah. Donc c'est très élevé, selon moi, par rapport à ce qui serait la perception des gens, qui serait ah mais la gérance ceci, le plombier cela, le propriétaire cela. La satisfaction est très élevée. Et moi, ce que je dis en ayant vu aussi ce qu'on voit dans la plateforme, c'est que le plombier, quand il vient chez toi, il n'a pas envie de casser ton appartement, quoi. Il a envie de vite repartir, faire une autre intervention de plomberie ailleurs pour pouvoir continuer à facturer, à faire la qualité. Et du coup, on a découvert ces dessous de l'industrie avec tout cet ensemble d'entreprises de services qui travaillent et qui, selon moi, travaillent bien. Ce qui ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas des grosses inefficacités dans l'échange d'informations. Et puis là, c'est nous ce qu'on voulait résoudre. Mais ma vision de l'immobilier, c'est que c'est un ensemble de bonnes intentions, parfois mal outillées. On va dire ça, quoi. Ok. Des fois, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, tu vois. Alors, tu peux arriver dans un chaos complet, alors qu'on était tous de bonne volonté. Il n'y a personne qui s'est levé le matin dans l'immobilier en disant tiens, comment est-ce que je peux faire un truc pourri aujourd'hui? Non, tout à fait, comme n'importe quelle industrie. Hein. Mais je me dis quand même, parce que ça s'est entendu très souvent, alors j'ai jamais vécu moi-même, mais qu'il y avait certains profits de certaines régies qui effectivement gèrent un gros portefeuille, plusieurs immeubles et qui peuvent potentiellement être maqués à gauche à droite avec des artisans à gauche à droite. Ce qui, potentiellement, avec votre service, c'est beaucoup plus compliqué de cacher des choses ou j'en sais rien. Hein. Ouais. Peut-être je me trompe, mais ça m'a l'air beaucoup plus transparent que ce que ça a été ou ce que ça peut l'être avec l'immobilier traditionnel. Oui. Si je peux dire comme ça. C'est probable, hein, c'est peut-être possible aussi qu'on ait certains prospects qui ne soient pas chez Taio pour ces raisons-là.
on est apprécié de propriétaires immobiliers pour cette raison-là, de gros propriétaires institutionnels qui vont se dire « Ok, moi j'aimerais avoir un peu de traçabilité, un peu de transparence ». Et je pense que les premiers clients qu'on a servis, c'était des clients qui se disaient « Moi je veux être connu pour mon professionnalisme ». Et pas pour, je veux même mettre en place les conditions de cette traçabilité pour être sûr que je suis en train de faire bien. J'en pense à un qui est par exemple certifié ISO. Alors tu vois, ça va bien dans le mindset où je veux avoir des process qui sont corrects. Et après, ce qu'on a vu assez souvent, et là je prends l'exemple, je ne peux pas le nommer, mais je prends l'exemple d'une régie qui est connue sur l'arc lémonique, dont tout le monde dit « Ah, mais c'est la régie X », et qui est un très gros client pour nous. Et dont la réputation, c'est comme avec les 4,7 que je disais tout à l'heure, dont la réputation c'est « Ah, tu sais, cette régie, oh là là, si tu savais, etc. » Nous, c'est un gros client, on a beaucoup de données, et on a beaucoup d'échanges avec les fournisseurs qui travaillent pour cette régie. Qui est une régie donc énorme. Et on constate une attitude assez stricte des fournisseurs envers cette régie, c'est-à-dire ils savent que là, ils doivent faire plutôt bien, plutôt que de se faire crier dessus s'ils font pas correctement, plutôt que de nous parler systématiquement d'accords, tu vois, la petite mafia qu'on pense qu'il y aurait quand on ne sait pas exactement de quoi il retourne. Après, on n'a pas toutes les données, on n'est pas à courir derrière chaque... on n'est pas la FINMA de l'immobilier chez Tayo. Au contraire, on ne fait que le software. Mais on a... Souvent, je pense que la perception, quand on est à l'extérieur, peut être un peu différente. Prenons une régie qui est une grande régie, à laquelle font confiance de gros propriétaires, notamment institutionnels. Ils ne le font pas en se disant « Ah bah tiens, y a du crime qui se passe toute la journée dans les affaires. » quoi. Et donc, ils prennent certaines garanties contractuelles, de processus, de procédés, de personnes, etc., qui fait qu'après... Mon sentiment, là de nouveau c'est une perception, il faut faire attention à ça, c'est que si tu es un acteur jaloux d'un autre, c'est facile de dire « Ah mais regarde lui, qu'est-ce qu'il fait, puis il y a ceci, puis il y a cela », puis le moindre petit histoire que tu vas trouver, tu vas pouvoir dire la grossir, et puis tout d'un coup ça devient un énorme truc, alors qu'en fait c'est juste que tu étais un petit peu jaloux, quoi. Ouais. Ou que tu avais 5 acteurs un petit peu plus petits, qu'un gros acteur, lui, qui essaye de faire du mieux qu'il peut, et puis tu retrouves ça aussi pas uniquement dans l'immobilier, mais dans beaucoup d'autres industries. Ouais, complètement. C'est quoi ta vision du monde de la régie, de la gestion immobilière sur l'avenir? Parce qu'aujourd'hui, il y a des startups comme la vôtre qui se multiplient dans plusieurs domaines différents, surtout dans l'immobilier. La PropTech avec beaucoup de retard. On peut peut-être en parler après. La PropTech de manière générale en Suisse avait beaucoup de retard ici. Ça se développe bien maintenant. Et j'ai eu l'occasion moi-même de faire des podcasts avec Thibaut, que tu connais, avec Romain de Usufly, que tu connais certainement. Donc voilà, c'est très bien. Et comment est-ce que tu vois l'avenir avec ces changements? Parce que vous faites partie un petit peu de l'avenir de l'immobilier suisse. On espère en tout cas. Moi, je partage cet avis avec un régisseur genevois que je salue s'il se reconnaît. C'est que demain, tu dois faire soit dans la très grande distribution, soit dans la haute couture. Et c'est peu probable que tu puisses continuer de faire un peu des deux, ou que tu puisses garder du coup une taille moyenne. D'une part. D'autre part, là, j'en fais partie, donc je suis obligé d'en être l'avocat, mais je pense que les tâches à faible valeur ajoutée sont remplacées rapidement par la machine. Et c'est pas uniquement la régie immobilière, mais chaque personne qui prenait de l'information pour la donner à un autre et que ça c'était vraiment son activité, se fait a priori remplacer par une machine qui prend cette information mieux, qui ne fait pas d'erreur de saisie et qui la donne exactement au bon endroit avec aucune erreur humaine dans le process. Donc nous on fait ça à très large échelle et on continue à investir lourdement là-dedans, et je pense qu'il y a beaucoup de PropTech qui vont continuer de se créer dans tout le spectre immobilier, pas uniquement dans la gestion, pour prendre ces tâches simples
d'orchestration, voilà, je prends d'un côté puis je vais de l'autre côté, ou pour aussi pouvoir, par exemple, une des visions qu'on a chez Taillot, c'est de se dire, ça énerve un peu le gérant de devoir se positionner dans des cas de plomberie, mettons, à 300 à 500 francs, et c'est pas comme ça qu'il va beaucoup gagner sa vie, et il serait tout content si on était sûr qu'on garantit la même qualité finale d'opération, si tout pouvait se faire automatiquement, et puis que le locataire, il peut directement être mis en relation avec un plombier qui respecte les conditions cadres que le gérant ou le propriétaire immobilier ont décidé. Et puis du coup, est-ce que tout ça peut se faire automatiquement, sauf quand on dépasse un certain montant, quand on sort de certaines conditions cadres. Donc nous, on est en train d'investir aussi lourdement dans cette automatisation-là. Et là, je pense que c'est un trend qui est aussi bénéfique à l'humain, parce que oui, on remplace des humains qui font des tâches de saisie. Et moi, ce que je dis, je crois que je suis connu pour ça maintenant auprès de nos clients, c'est qu'on prend un assistant ou une assistante et on en fait un gérant junior ou une gérante junior. Et on a enlevé les tâches de photocopie. C'est très caricatural quand je dis ça. Tout à fait. Complètement, ouais. Oui, ce qui est très bien d'ailleurs, est-ce que tu vois, ou est-ce que tu as déjà repéré, maintenant que tu es dedans tout le temps, les tâches concrètement qu'un gérant fait qui ne devrait plus faire? Ouais. Des choses qui sont complémentaires à ce que vous faites vous. Tu as des exemples de choses comme ça ou pas du tout? Oui. Je vais en prendre un qu'on fait pas aujourd'hui, alors qu'on devrait le faire, parce qu'on n'a pas eu la présence d'esprit de le faire assez vite. Et c'est mieux de peut-être prendre des choses qu'on n'a pas encore faites, parce que là, c'est toujours le chaos, quoi. Ouais. Aujourd'hui, lors des états des lieux, on a fait une petite application d'état des lieux, et puis tu peux relever un compteur, et puis tu vas dire quel est l'index sur le compteur électrique, compteur d'eau, etc. Et puis ça fait partie de certains états des lieux. Très bien, ça c'est fait, quoi. Séparément, il se trouve que régulièrement, les concierges des immeubles relèvent des compteurs pour tout un tas de raisons. Ce serait le sujet d'un autre podcast. Et que le mode de transmission de cette information depuis le concierge jusqu'à la destination finale est majoritairement, en tout cas en Suisse et probablement ailleurs, au papier. Et donc aujourd'hui, on a fait tout ce qu'il fallait pour aller relever un compteur de manière digitale, mais on l'a fait dans le cas d'un état des lieux, on ne l'a pas mis entre les mains d'un concierge. Alors, okay. On s'est penché récemment sur ce problème. Pourquoi ? Parce qu'on nous l'a enfin dit, et nous, on ne l'avait jamais dit avant. Après, c'est peut-être à nous aussi d'aller chercher l'information, hein, mais des cas comme ça, il y en a plein dans l'immobilier. Il y en a vraiment plein. Soit des cas pour lesquels l'activité doit subsister, c'est-à-dire, oui, on a probablement toujours besoin de relever des compteurs. Après, ça pourrait être par du smart metering ou par des compteurs automatiques, mais c'est une activité, une donnée qui doit subsister. Soit des fois des cas où l'activité doit être supprimée, c'est-à-dire, je faisais toujours cette liste et je ne sais pas vraiment pourquoi. Je l'ai envoyée à mon boss, puis mon boss, il me demandait de la regarder, puis lui-même, s'il ne l'avait pas, il disait « Ah, j'ai pas reçu la liste », mais il la regardait pas pour autre chose que de la transmettre à encore quelqu'un d'autre qui, lui, l'utilisait pas comme ça ou se plaignait du format ou quoi. Et là, c'est l'immobilier est effectivement rempli de petits, de petites choses chaotiques comme ça qu'il faut à un moment trouver comment on peut rationaliser. Ce que je partageais aussi avec de gros acteurs immobiliers, c'est que souvent, tu as une proportion du coût d'administratif qu'on s'est créé, qu'on a par le fil des demandes, des normes, des discussions et tout, où avant on faisait ça de travaux et ça d'admin, et puis l'admin augmente. Alors que les ressources commencent à diminuer, et que, comme tu le sais, notamment en termes d'assainissement énergétique, on va devant un mur de ressources, quoi. Et donc il est temps, en tout cas, de simplifier l'administratif quand c'est possible. Et là, il y a beaucoup de frustration latente. De nouveau, ce n'est pas uniquement dans la régie immobilière, mais autour de tous les acteurs immobiliers, sur la facilité de mise en œuvre administrative d'une action immobilière. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, en parlant de travaux énergétiques, vous vous occupez principalement aujourd'hui des petits travaux du quotidien qui arrivent, je sais pas, un évier qui coule. Oui. Est-ce que vous avez, via Taillot, est-ce que c'est possible d'aussi engager des gros travaux ? Oui. Plus gros travaux. C'est possible, notamment ce que font beaucoup de nos clients, puisque nous, on ne fait aucun travaux nous-mêmes, j'ai cette chance-là, mais ce que font beaucoup de
nos clients, c'est les rénovations d'appartements, où là, tout d'un coup, ça peut être des travaux assez lourds pour transformer tout l'appartement, et puis là, ça rentre complètement dans le cadre. Quand on va faire des travaux structurels qui sont très longs sur un immeuble, ravalement de la façade ou surélévation, quoi, et qu'on va faire intervenir un architecte, nous, on n'est pas spécialisé dans la planification d'un chantier, du tout, même de seconde œuvre, très gros chantier, quoi. Et donc là, il y aura besoin d'autres solutions. Par contre, on peut s'occuper de certaines parties, notamment on s'occupe, je pense on est les meilleurs de Suisse pour s'occuper de la partie communication avec le locataire relative à ce chantier. Et puis on n'a pas la vision, nous, de se mettre à la norme SIA ou tu vois, toute la complexité que tu peux avoir sur le côté technique pure, chantier compliqué, gestion de projet, etc. Nous, c'est plutôt la mise en relation, mais ça pourrait s'interfacer avec un logiciel qui pilote le chantier. Ouais, complètement. L'autre plateforme qui pilote les chantiers. Par exemple, le rôle d'architecte, il n'est pas décrit dans Taio aujourd'hui. Les 5 rôles que j'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas l'architecte. Ouais, ok. D'ailleurs, tu l'as dit, vous ne faites pas de travaux, et ça, c'est une idée d'internaliser ça ou pas? Ce sera envisageable que Taio fournisse du service? Ouais. Non. Artisan. Là, alors, ce qu'on ne fait vraiment pas, nous, et qui me distingue aussi de beaucoup d'acteurs, c'est qu'on n'est pas du tout une marketplace et on ne va pas du tout donner de service. Et tu n'as personne chez Taio qui te dirait « Ah, moi, j'ai envie de créer du service ». Parce qu'on est tous aussi conscients de la difficulté. Quand tu as bien vu, tu vois, quel est le quotidien de la difficulté de ce que c'est d'être gérant immobilier, tu te dis « Ok, on sait bien les outiller, mais c'est un métier qui est difficile. » Bon, honnêtement, c'est un métier qui est difficile et qui ne s'improvise pas. Et puis, souvent, mon avis est que ceux qui ont essayé de donner le service, ils ont une bonne courbe de progression au début, puis après ça stagne un peu, parce que comment tu passes de 20, 200 plombiers, c'est peut-être facile, à 20 000. Là, tu ne vas pas y arriver. En tout cas, tous ceux qui ont essayé de le faire, là même à une échelle européenne, ils n'y sont jamais arrivés. Donc, comme nous, on le fait pour tous les corps de métier de l'immobilier, cette 30 à 40 corps de métier, on est vraiment parfaitement incapable de le faire, puis on a tellement envie de continuer à innover dans le digital qu'on évite soigneusement ce côté d'offrir le service en notre nom propre. C'est aussi comme ça qu'on est attractif auprès de gros clients qui, eux, veulent choisir complètement toute leur value chain. Ouais, donc, bien sûr. Pas dépendre d'un acteur qui s'interposerait entre eux et leurs fournisseurs, par exemple. Ouais, complètement. C'est quoi les objectifs pour Taio pour la suite? C'est l'ouverture à l'international ou pas forcément? Donc, tout ce qu'on peut faire, on va essayer de le faire. On n'a pas encore écrit la suite de l'histoire. Parce que là, vous êtes en Suisse pour le moment. Ouais, on n'est que en Suisse. On a fait des tentatives d'implantation ailleurs. On pense comprendre la physionomie de clients qu'on attend quand on veut aller ailleurs. C'est-à-dire, on s'attend plus à faire une vraie différence en termes de retour sur investissement quand tu achètes la plateforme ou que tu la loues, parce que c'est de la location, mais auprès de gros parcs immobiliers plutôt qu'auprès de petits parcs immobiliers. C'est aussi ce qu'on voit en Suisse. On a la chance, c'est assez drôle en Suisse, d'avoir des gros acteurs immobiliers par rapport à d'autres pays proches de nous. Et donc, il faut prendre ça en compte. Et puis après, il y a les spécificités de chaque marché. Il y a l'opportunité. Donc là, on regarde quelles sont les opportunités. On pense pas mal à étendre la palette de services qu'on fait, de nouveau, depuis cet état des lieux d'entrée jusqu'à cet état des lieux de sortie, pour continuer à simplifier le quotidien du gérant sur des zones qui sont pas encore prises, comme je disais tout à l'heure, le concierge qui prend sa photo d'un compteur, mais on en a plein de zones, en évitant les sujets purement internes, on dirait de comptabilité ou de paiement, etc., en évitant les sujets en dehors de ces barrières-là, donc sur la transaction, et puis en se réservant effectivement le droit de se dire, tiens, si, je sais pas, notre module pour les états des lieux il est super performant, et là, il est peut-être facile de le distribuer à une échelle très large, très internationale. La Suisse est propice
parce que de facto, on a fait toute PropTech suisse, qui est vraiment en Suisse pour lancer de la Suisse, quoi, et forcément dans 2 ou 3 ou 4 langues. Et donc, c'est propice à une extension à l'international. Puis c'est probablement un marché qui est plus difficile ici. Et moi, j'ai croisé beaucoup d'entrepreneurs qui me disaient mais c'est trop dur, la Etienne, c'est trop dur pour vous. Allez ailleurs, vous verrez, ça sera plus facile. Parce qu'on est dans un pays très conservateur, dans l'industrie peut-être la plus conservatrice de ce pays conservateur. Donc là, ça fait x2, quoi. Ouais, c'est clair. Mais pour l'instant, on est aussi bien en Suisse, quoi, nous. En plus, avec des cultures très différentes. Parce que vos clients suisses-allemands ne pensent pas comme les clients suisses romands, j'imagine. Oui. C'est pas exactement les mêmes, quoi. C'est juste ce que tout le monde dit toujours, mais on peut que le souligner, que être d'accord. Ah ouais. Qu'est-ce que tu penses du coup du monde, tu parlais de la PropTech avant, du monde de la PropTech en Suisse? Comment ça évolue maintenant par rapport à ce que tu vois certainement à l'étranger? Je pense que tu as déjà fait des rents étrangers ou j'en sais rien, ce genre de manif. C'est quoi ton avis là-dessus? Deux choses. C'est un petit cercle en plus. Le peu de fois que je suis allé à l'étranger dans des salons comme ça, ou croiser d'autres PropTech, je suis revenu en me disant tiens, on n'est pas aussi petit que ce qu'on pense en Suisse. Ah ouais? D'une part. Okay. Parce que si je me comparais avec d'autres startups qui faisaient une gestion de tout ou partie de la digitalisation de la gestion immobilière, il n'y en a pas beaucoup qui ont les mêmes échelles que nous quand on va à l'étranger, ou alors c'est vraiment des énormes trucs, quoi. Là, tu en trouves quelques-uns. Là, tu parles de Taillot pour Taillot. Voilà. Okay. Ouais. Je comparais par exemple avec les PropTech françaises ou européennes qui sont actives vraiment dans ce marché PropTech, pas transaction. Mais même pour la transaction, c'est aussi vrai, quoi. Okay. Par exemple, la Suisse est le deuxième marché hypothécaire du monde. C'est incroyable, alors que c'est un micro-pays, quoi. Je savais pas ça. C'est comme on fait des hypothèques sur tellement longtemps, du coup, ça représente un volume hypothécaire qui est absolument démentiel. Ouais. Ce qui fait du coup qu'il y a beaucoup d'acteurs qui essayent d'avoir une part de ce gâteau-là. Je pense que là, c'est des thèmes que tu connais bien, voire mieux que moi, mais du coup, j'en suis souvent revenu à me dire « Ah bah tiens, on devrait continuer à avoir encore plus confiance en nous. » Et puis, autre chose qui là concerne aussi la Suisse, c'est si on se replace en 2015-2020, tu avais le début du mot PropTech, quoi, avec plein d'idées dans tous les sens, comme tu peux avoir dans plein d'autres émergences de nouvelles technologies ou de manières de penser, quoi. Puis là, tu as plein de projets qui sortent. Et puis à un moment, et je pense qu'on est en train de le voir maintenant, nous, spécialement cette année, on l'a vu déjà à 2 reprises, on a un marché qui commence à se consolider, où si ça fait 7 ans que tu fais une entreprise qui a vraiment une rentabilité catastrophique, du coup, tu vas te faire consolider. Alors nous, on a de la chance pour l'instant d'émerger comme le leader en Suisse, dans vraiment le segment qu'on vise nous, hein. Mais on a certains de nos compétiteurs ou des PropTech qui seraient parallèles à nous, pas forcément directement en compétition, qui ont eu beaucoup de mal cette année. Et donc, il y a cette notion de consolidation qui est, en tout cas, à une échelle européenne, y compris suisse, qui est en train de se passer. Puis là, c'est... Ouais, nous, je pense qu'on a essayé de se préparer aussi pour cette phase. Ok, ouais. Comment t'expliques qu'il y a des PropTech comme ça qui ont vécu une année difficile là maintenant? Pourtant, en plus, dans un contexte assez positif. Ouais, je sais pas. Hein. Nous, on regarde plutôt la partie gestion que la partie transaction. Ouais, donc, là, et sur cette partie-là, je n'aurais pas forcément de réponse. Mais nous, ce qu'on s'est dit, ça fait pas, c'est pas de cette année, mais c'est de bien avant, c'est que c'est un marché qui est pas monstrueux non plus. Certes, un marché qui est intéressant, sinon on ne serait pas là. Mais c'est un marché, prenons le cas spécifique de Taillot, pour lequel il y a probablement de la place pour 1, 2, 3 acteurs au niveau national, mais pas 5 ou 6. Ou alors ça veut dire que le 5 ou le 6e, il commence à pécloter un petit peu, quoi. Ah ouais. Quand on a 15, qui serait un peu la situation actuelle, ça veut dire qu'il y en a une dizaine qui souffrent.
Ou alors qui sont des tout petits projets sur ouais. lesquels, là, effectivement, tu peux peut-être t'en sortir, avoir un marché de niche vraiment tout petit, mais tu vas pas avoir tu vas pas concrétiser une vision qui serait vraiment nationale c'est clair. à l'échelle que nous on viserait. Parce que là, vous êtes déjà une quinzaine Ouais. à faire ça. Oui. Ah ouais. Je dirais Je savais qu'en pas. tout, on est de près ou de loin, on a à peu près une quinzaine. Après, ceux qui sont des compétiteurs sérieux, quoi, on est 5 ou 6. Ok, d'accord, ouais. Ah, c'est intéressant. Mais tu vois, en même temps, je regardais il y a pas très longtemps des CRM immobiliers, mais plus par curiosité sur la partie courtage, parce qu'on entend beaucoup parler d'eux aussi. Hein. Oui. Et il y en a énormément, et des spécialisés suisses, des .ch. Oui. Je me dis, purée, mais comment c'est possible ? Oui. Parce que, je veux dire, il n'y a pas 2 milliards d'agences immobilières en Suisse. Oui. Je me dis, mais comment ils vivent, quoi ? Oui. Incroyable, ça demande des ressources aussi. Hein. Oui. Pour vous, je veux dire, la partie tech, elle est quand même conséquente, j'imagine, pour vous. C'est clair. D'ailleurs, c'est quoi les postes chez Taillot maintenant ? C'est 50% de nos dépenses en matière de tech. Donc les geeks, quoi. Moi, je suis l'ingénieur en chef, donc j'en fais partie. Et puis, le reste des 50%, c'est l'acquisition de clients et l'accompagnement de nos clients. Donc, nous, on a un poste qui est assez connu dans le SaaS, mais qui était peu connu dans l'immobilier quand on a lancé Taillot, de Customer Success Manager, qui vient et qui n'est pas un consultant que tu devras payer, mais qui est une personne qui s'occupe de t'accompagner beaucoup au début du lancement de la plateforme pour tout le côté change management. Ouais, bien sûr. Parce que je me dis, je suis assez surpris qu'il y ait 15 acteurs similaires, proches de loin à Taillot là-dedans, parce que moi qui suis dedans tout le temps, j'en ai très très peu entendu parler. Je sais pas si peut-être un problème de marketing. Oui, et je pense que nous en Suisse romande, on espère avoir bien fait notre travail, c'est-à-dire qu'en Suisse romande, j'ai entendu parler que de vous. On est pas mal présent, quoi. Et on a clair. potentiellement déjà un peu consolidé le marché. En Suisse allemande, il y en a beaucoup plus, et le marché est aussi plus gros. Ouais. Et puis après, de nouveau, quand j'ai dit on a une quinzaine, il y en a 5 ou 6 qui ont notre Taillot équivalent, quoi. Après, il y a des petits projets. Suisse romande, vous êtes les leaders. Hein. Oui. Ouais. Je pense qu'au niveau suisse, on a même la chance d'être le leader parce qu'on est tellement leader en Suisse romande et qu'on se bat un peu à dimension comparable en Suisse allemande. C'est difficile et ça nous fait du bien parce que ça te pousse vers le haut. Mais oui, là, clairement, nous, on a 22 000 immeubles dans Taillot et donc, a priori, on a la plus grosse PropTech dans notre segment. Ok, excellent. Et j'avais une question par rapport à tout ça. C'est les artisans, soit eux, ils utilisent directement votre logiciel aussi. Oui. Et vous n'avez pas eu de problème pour implémenter ça ? Parce que très souvent, les artisans, je ne vais pas faire une généralité, mais très souvent, les artisans, ils ne sont pas très, très tech. Ni utilisation de ce genre de plateforme, c'est plutôt assez traditionnel, quoi. Donc limite plutôt au téléphone qu'email même. Et je me dis, comment est-ce que vous avez fait pour intégrer ça ? Parce que là, j'imagine que vous devez penser déjà à l'IA, ou peut-être c'est déjà implémenté, hein, j'en sais rien, mais aller plus loin, peut-être pour automatiser des choses aussi. Oui. Un robot qui répond directement au locataire, ça va beaucoup plus vite, ou voilà, les devis sont transmis, enfin, j'en sais rien. Et du coup, ça n'a pas été trop compliqué, ça ? Non. Ok. Il s'est trouvé que c'est la partie sur laquelle on a été surpris. On s'est toujours dit, attention, quand on va le déployer auprès de locataires, c'est granulaire, un par un, on va devoir convaincre les locataires. Et donc, nos clients doivent faire des campagnes pour onboarder leurs locataires. De la même manière qu'une banque va essayer de convaincre ses clients d'utiliser le digital banking, là, c'est le digital property management. Et c'est du B2C, on sait que c'est lent et on sait que ça dépend beaucoup de l'effort du client. Et on s'apprêtait à ce que ce soit la même chose avec le fournisseur. Ce qui est bien dans la typologie de fournisseurs qu'on a, c'est que son désarroi face au digital peut parfois être un allié pour nous. Si on prend un serrurier, on est au tout début de Taillot, on n'existait pour personne. Hein, un petit serrurier indépendant qui, lui, il avait fait que du papier pendant toute sa vie, avec des petites factures de serrurerie ou quoi.
il nous a appelé en nous disant « Ouh là là, ça faisait partie des rares fournisseurs qu'on a entendu nous appeler parce que la régie avait dit « Ouais, mais là, il faudrait l'aider parce que lui, quand même, c'est un cas spécial, on ne sait pas comment ça va se passer ou quoi. » Et il nous appelle en disant « Ouh là là, il va falloir que je me mette à jour, je sais que mon fils, il utilise ça, les smartphones. » tout le cliché que tu peux imaginer. Et je fais l'histoire courte. 2 semaines après, il m'a rappelé, il n'avait pas de problème, hein, il m'a rappelé pour me dire « Mais c'est génial, je ne vais plus à la poste. » Ah ouais? Ça me fait des frais de poste en moins qui sont démentiels. Donc lui, il est passé de vraiment beaucoup d'administratifs à un petit dashboard sur son smartphone dans lequel il voyait ses devis, il voyait ses factures. Il était aux anges. Et donc, on a eu en fait moins de mal à onboarder les plus petits fournisseurs moins digitalisés que les très gros qui ont leur SAP. Et quand tu veux faire une interface entre SAP et n'importe quoi, c'est pas spécifique à Tayo, bah là, bon courage. Tu vas avoir des consultants qui vont te coûter 10 fois le prix de Tayo, j'exagère peut-être, mais juste pour une intégration entre le SAP d'une grosse entreprise et puis Tayo. Et donc là, on a des challenges d'interopérabilité, qui sont les challenges qu'on a aujourd'hui, qui sont des projets qui sont passionnants, de standardisation, de transfert de données, de cybersécurité, etc. Mais ceux-là, on les a peu avec les toutes petites entreprises qui, elles, sont majoritairement à applaudir l'initiative. Quand tu es passé de rien à quelque chose d'efficace et que tu es aussi un professionnel de la serrurerie, de la plomberie ou quoi, ce que tu as envie, c'est pas de faire de l'admin. Tu vois que tu fais moins d'admin, t'entends autour de toi, quand on te dit « Ah ben ça me permet de faire moins d'admin », bah t'es content, quoi. C'est clair. Ok, bon, moi ça répond bien à ma question. Je me demandais, moi, comment ça c'était ce genre de... Très souvent, c'est pas évident. On avait peur au début. Mais, ouais. Mais, donc, ok, excellent. Et pour la partie locataire, par contre, est-ce que les locataires doivent installer une application, j'imagine, Tayo, c'est une progressive web app, mais donc tu vas faire ton compte. Ouais. Et puis là, par contre, oui, là, il y a toute une bataille vraiment grand public dans laquelle on doit être sûr qu'on a le bon login, que tu arrives à arriver au bon endroit, que tu as compris le but, que tu vas l'utiliser comme on a envie de le faire, comme on a conçu le système. Et puis, je ne sais pas si je prends nos clients les plus gros, les plus fervents amateurs de cette industrialisation-là, de probablement réduire les horaires d'ouverture téléphonique pour dire en dehors, la plateforme est disponible. Une fois qu'on est sûr que ça remplit bien le job, ce qu'on a réussi à prouver. Parce que justement, nous, tu veux nous poster un ticket d'un évier cassé à 2h du mat', on est allumé. Et donc ça, c'est un avantage qui est vraiment incroyable, même de service pour le locataire. Et donc, on s'est aperçu en créant la plateforme, où lui, du coup, il est content parce qu'il n'a pas envie de prendre sur ses heures de travail pour essayer d'avoir la réceptionniste, puis à la réceptionniste, ah mais non, mais le gérant est en vacances, rappelez demain, etc. Où là, tout ça, on a supprimé ce parcours du combattant. Ok, magnifique. Est-ce que vous avez déjà des gérances qui vous ont dit nous, on adore votre service, ça fait quelques mois qu'on l'utilise, on a réduit le staff parce que effectivement, on a remplacé un petit peu l'humain par la machine pour les tâches qui sont très très répétitives, basiques, transmission d'informations, tu l'as dit, ou pas du tout? Vous avez été recyclé plutôt. Alors, moi je connais un peu mieux nos gros clients, parce que c'est aussi ceux qui sont importants pour nous, hein. Et nos gros clients sont sans exception en croissance. Donc ce qui se passe, c'est que plutôt que d'enlever du staff, ils vont prendre un peu différemment du staff. Mais ils sont toujours en train de recruter. Et en plus, il y a un peu la guerre pour avoir les bons gérants, où on va essayer de voir, est-ce que je peux avoir celui-là, est-ce que je peux avoir celui-là. Donc, c'est un marché qui est assez... si tu as un bon gérant immobilier, tu vas trouver du travail. Et donc, ceux de nos clients qui ont vraiment fait l'exercice aussi financièrement, ils se sont dit... Si je pense au client que je citais tout à l'heure qui était certifié ISO, il a mesuré ses 20% d'efficacité super en plus grâce à Tayo par technicien. Alors du coup, on est sûr que le prix de Tayo, c'était bon, quoi. On aurait même pu leur dire, d'ailleurs, on devrait vous faire payer un petit peu plus cher, quoi. On n'a pas changé les prix, mais c'est quand même des démonstrations d'efficacité
où là, on était capable de savoir, alors du coup, à objet constant, on pourrait réduire le staff de 20%, mettons, Ouais. ou on pourrait réallouer les tâches de nos gérants à des choses à plus forte valeur ajoutée qu'éventuellement on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Je pense notamment au défi de la transformation énergétique. Ouais, tout à fait. Et donc là, je crois que tous ceux qui réfléchissent un peu à l'avenir, c'est plus nos clients, puis c'est à eux de le faire, mais ils sont en train de se dire, voilà, justement, je vais essayer de me débarrasser de tout ce que je sais que la machine va remplacer rapidement pour aller, moi, sur les marchés à plus forte valeur ajoutée, parce qu'en plus, c'est aussi là qu'il y a plus d'affaires à faire. Donc, Complètement. je crois que c'est vertueux pour tout le monde. Donc oui, on a jusqu'ici, on n'a pas encore eu de gros mouvements de personnel en départ, si ce n'est qu'après, on a entendu plusieurs fois, là récemment, j'entendais un de nos clients dire, du coup, avec tout ce temps qu'on va avoir, il faut qu'on trouve les formations pour bien se préparer au reste. Et puis ça, c'est un défi, effectivement. Et puis, certaines fois, tu peux te poser la question, est-ce que je le fais avec les mêmes personnes ? Et notamment quand je suis dans l'immobilier et quand j'ai habitué mes gérants à refuser le changement par tout un tas de l'industrie immobilière, quoi. Où ça, je pense que ça, pour le coup, c'est pas un cliché. Tu as une certaine résistance au changement. Du coup, voilà, est-ce que je dois le faire à côté ? Est-ce que ça, c'est un constat qu'on entend assez souvent. Ok. Intéressant. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Mais effectivement, j'ai bien pensé que très très souvent quand même, alors il y a une grosse partie résolution de problèmes quand même dans la gérance. Et là, vous venez faire économiser énormément de temps aux gens qui s'occupent de ça, en automatisant beaucoup de choses. Et effectivement, on peut bien imaginer qu'il y a une partie du temps de ces personnes-là qui peuvent être réallouées à faire autre chose, quoi. Ouais. Hyper intéressant. Est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée, que j'aurais dû poser sur Taio, ou bien une anecdote, une histoire tu aurais à nous partager sur Taio, sur une expérience particulière, ou bien tu as tout dit, ce qu'il fallait savoir du logiciel. Un paquet de choses. J'essaie de réfléchir à un truc qu'on a fait qui est un peu drôle ou inattendu. Oui, de nouveau, ça correspond aussi un peu à ces idées que tu peux avoir préconçues et où il faut se méfier parce qu'après, quand tu vas dans les faits, ça sera probablement différent. On avait allumé la plateforme dans la première année. Ça marchait bien pour les devis, les factures. Et puis, on commence à avoir des fournisseurs qui nous disent « Mais je ne peux pas envoyer de devis que j'appelle spontané, c'est-à-dire un devis que j'adresse moi-même à la gérance. Je ne peux que répondre à des demandes de devis. Je ne peux pas déposer un dossier spontané. Comme une candidature spontanée, mais c'est un devis spontané, quoi. Ou certaines fois, même une facture spontanée, notamment qui peut correspondre à un contrat de maintenance qu'on a signé entre toi et moi. Toi, tu es Schindler, moi, je suis le gérant. Et puis, toi, tu vas m'adresser une facture dans le cadre d'un abonnement d'un contrat de maintenance. Et nous, on était au tout début de Taio, première année. Donc, on va voir nos clients, et puis on leur dit est-ce que ça, c'est bien les devis spontanés de les mettre dans la plateforme ? Poser la question, parce que c'était notre client, quoi. Et donc, on va toujours quand même demander l'avis du marché, même si on fait différemment que ce que le marché répond, mais on va quand même se renseigner et mesurer l'impact de ce qu'on aura fait. Et alors, c'était net, c'était non, il ne faut surtout pas, parce qu'ils vont nous envoyer du spam. Alors, du coup, on ne l'a pas fait. Et puis après, on a continué de progresser. Ça s'est passé en plusieurs semaines, mais c'était assez rapide quand même. On a continué de progresser. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, non, il y a vraiment beaucoup trop de fournisseurs qui nous disent qu'il faut déposer des devis et des factures spontanées. Au pire, si ça ne marche pas, on mettra un petit tag où tu peux dire fournisseur par fournisseur, celui-là, il m'envoie du spam, alors je ne veux plus qu'il ait le droit de le faire. Mais en tout cas, on voit qu'on doit le faire. On l'a fait. Le jour même où on l'a fait, c'était génial. On a eu directement plein de devis spontanés. On n'a annoncé à aucun fournisseur, aucun. Tous ceux qui avaient demandé, on n'a surtout pas annoncé parce que nous, on se disait, il ne faut pas qu'on allume la flamme du spam. Donc on a annoncé à personne. Le jour même
on en a eu plein. Et puis, tu sais, ces gens, ces fournisseurs, je pense notamment à des petits fournisseurs qui se lèvent un peu tôt le matin, quoi. Ils travaillent super tôt, à 5h du mat, ils sont déjà en train d'envoyer les devis. Toi, quand tu commences ta journée normale, à des horaires de travail un peu plus normales, il y en a déjà plein. Alors là, j'appelle nos gros clients et puis je leur dis, vous avez vu, il y a des devis spontanés. Ouais, j'ai vu, j'ai reçu, alors c'est bien, ouais, ça m'arrange bien, puisque ça, effectivement, c'est des dossiers sur lesquels on est en train de travailler, etc. Carton plein. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul de nos clients qui se plaint de recevoir des dossiers spontanés. Sérieux ? Même c'est l'inverse, c'est qu'on a créé un self-service dans lequel, si tu es le gérant immobilier, tu peux dire à ton cher plombier qui est en train de te parler d'un autre problème qu'il a vu ailleurs dans l'appartement, tu peux lui dire oui, alors fais-moi le dossier, comme ça après moi je vais pouvoir le regarder, et puis c'est lui qui travaille. Et donc tu peux te délester de tâches de saisie, ou tu peux avoir un peu l'œil du plombier sur place, en profiter pour gagner des étapes. Alors ça c'était, tu vois, ça correspondait un peu à une peur de changement. Ouais. Ah non, je veux pas me recevoir du spam. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, si jamais on l'enlève demain sur la plateforme, alors là, tu as tous nos clients qui nous bombardent à nous dire « mais c'est pas possible d'enlever un truc comme ça ». Donc ouais, je pense qu'il faut toujours se méfier de ces idées préconçues, puis continuer à aller un peu sur le pourquoi. Si quelqu'un est en train de vraiment dire quelque chose et que tu sens qu'il y a ce besoin d'industrialisation, c'est probablement quelque chose qu'il faut aller adresser, quoi. Ouais, complètement. Bon, parfait. Merci beaucoup pour ce partage en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'épisode. C'était top. Et puis en tout cas, je vous souhaite plein de succès pour la suite et un très bon démarchage pour l'international. Merci beaucoup et plein de succès à toi. À très vite, Étienne. Ciao. Salut.